Alors, on va dire un petit mot sur ces Cosaques. Moi, j'adore les Cosaques. Euh, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et qui jouent un rôle quand même important dans. On connaît mal les Cosaques, hein, qui jouent un rôle important dans cette campagne de Russie par le harcèlement qu'ils organisent depuis le début de la campagne. Alors d'abord, on commence par des cartes. Hein. Tout commence par des cartes. Je vous ai mis là en pointillé noir les frontières actuelles de l'Ukraine. Ici, on voit que le territoire cosaque est en pleine Ukraine, hein, le long de ce fameux Dniepr, ici, qui est ce fleuve qui descend là. Alors un mot sur le Dniestre et le Dniepr, d'abord un peu de géographie. Le Dniestre, ça veut dire le fleuve d'à côté, et le Dniepr, ça veut dire le fleuve plus loin. On pense que ces noms ont été donnés par des populations qui étaient donc plutôt à l'ouest, c'est-à-dire au niveau de la Moldavie ici, donc elles étaient à côté du Dniestre, le fleuve d'à côté, et le fleuve plus loin, c'était le Dniepr. Voilà pourquoi on appelle ces fleuves comme ça. Et il semble que c'était des populations d'origine iranienne, mais bon, ça, j'ai pas trop vérifié. Le Dniepr joue un rôle important parce que il y a des rapides. Il y avait des rapides le long du Dniepr qui ont été engloutis par les barrages qui ont été faits. Et rapide alors je sais pas en quoi, hein, en russe ou en ukrainien, on dit Zaporog. Et on a appelé les Cosaques Zaporog parce que c'était les Cosaques de cette région-là. Et il y a une ville dont on entend parler, c'est Zaporizhia, ah oui, dans l'actualité. C'est la ville des rapides du Dniepr, vous voyez, qui était la capitale des Cosaques. Et maintenant, il y a ces grands lacs là, artificiels qui sont immenses. Hein. Celui-ci fait 3 fois le lac Léman, vous voyez. Donc c'est quand même de grands barrages qui ont englouti peu à peu les rapides du Dniepr. Chateaubriand, j'avais commencé par une citation intéressante de Chateaubriand pour expliquer la grandeur des Cosaques. Il dit « Napoléon ne rencontrera partout que des hommes grands parce qu'il les fit paraître tels par la hauteur même de son génie. » Donc quand on affronte Napoléon, on est obligé de se grandir. Voilà, en gros ce que ça voulait dire. Modeste. C'est Chateaubriand. Ah, oui. Chateaubriand. Voilà. Alors les Cosaques, ce sont des cavaliers semi-nomades qui sont très fidèles, et qui sont des Slaves, très fidèles à l'âme slave et très soucieux, les orthodoxes, très soucieux du respect de la culture orthodoxe russe. Donc c'est pas du tout des mercenaires ou pas du tout des dissidents quelconques. Ce sont des soldats, des milices à cheval qui prônent la défense de la culture slave, tant vis-à-vis des Polonais, qui à l'époque, vous voyez là, la carte, c'est le XVIIe siècle, était une puissance importante, que vis-à-vis de l'Empire ottoman. Les Cosaques ont toujours défendu la notion de territoire slave, donc russe. Au départ, ce sont des Ukrainiens, mais des Ukrainiens slavophiles, c'est-à-dire pour eux, ça voulait dire slave, quoi. Ce sont les peuples slaves. Ce sont des guerriers, des cavaliers organisés en société militaire qui pratiquent le harcèlement, l'embuscade, le pillage, le sabotage des ponts, qui sont armés de sabres, de lances et de fusils, très mobiles, beaucoup utilisés par Kutuzov, et il joue un rôle crucial dans Kutuzov et Babette, il sait qu'il faut s'appuyer sur les Cosaques, qu'ils ne commandent pas, hein, puisqu'ils lui obéissent par discipline slave, mais il n'est pas officiellement le chef des Cosaques. Hein. Voilà, les Cosaques ont leur propre chef. Les soldats de la Grande Armée, ils les appelaient les diables des steppes, parce qu'ils surgissaient en hurlant avec leurs chevaux. C'est comme faisaient les Indiens, hein. C'est un peu les Apaches ou les Cheyennes d'Asie. Napoléon aurait déclaré « Donnez-moi une armée de Cosaques et je ferai le tour du monde ». Donc ils ont été très respectés par la Grande Armée qui a vu surgir ces soldats, ces cavaliers du fin fond des steppes. Et ils sont très attachés, comme je l'ai dit, au tsar et à la Russie. Alors un grand auteur russe, Nicolas Gogol, qui a écrit au début du première moitié du 19e siècle, a dépeint les mœurs cosaques dans son fameux roman Taras Bulba, hein, qu'il faut lire. J'ai lu, mais il y a très longtemps, à l'époque, je lisais Jules Verne et tout, je devais avoir 15 ans. Alors, volontairement, Gogol n'a pas situé l'action de Taras Bulba, qui est un peu générique par rapport à l'histoire cosaque.
Mais ça se déroule pendant la guerre qui oppose les Cosaques ou bien aux Polonais, donc c'est le XVIIe siècle, ou bien aux Ottomans. Voilà. Dans le film Taras Bulba, évidemment, c'est l'un des plus grands rôles de Yul Brynner qu'on voit ici, hein, qui joue le rôle du père, et ses fils. Là, on voit l'un de ses fils, c'est Andrei Bulba, tombe amoureux d'une princesse polonaise, parce que après c'est Roméo et Juliette. Hein. Le fils de Taras Bulba, qui est envoyé en mission à l'université en Pologne, tombe amoureux d'une princesse polonaise, et par amour, il va devenir un soldat polonais contre, évidemment, ses frères cosaques. Donc voilà, c'est un drame humain, Taras Bulba, mais qui permet de dépeindre d'une manière très intéressante les mœurs cosaques. Et vous voyez ici des cosaques du XXe siècle, ça continue, hein, et il y a encore des organisations cosaques officielles. Là, c'est début XXe, c'est au niveau de la Première Guerre mondiale, et là, c'est actuel. Hein. Il y a encore les Cosaques du Don et les Cosaques de la Volga qui existent et qui sont organisés en organisation militaire. Et ce qui est étonnant, c'est que les Cosaques d'origine ukrainienne sont officiellement alliés aux Russes aujourd'hui, à l'exception de quelques individus cosaques qui ont rejoint le combat donc en faveur d'Ukraine, mais les organisations cosaques, on les voit ici, sont affiliées à la Russie. Donc envers et contre tout, ils restent fidèles à la tutelle russe. Et ça, c'est à prendre en compte, nous, Français, dans l'histoire de la Russie. Il y a une logique slave, si vous voulez, qui implique des choix politiques que nous, il faut qu'on comprenne. Parce que sinon, on ne comprend pas comment ces gens raisonnent. Voilà. Donc, les Cosaques actuels sont au service de l'armée russe. Ce qui montre bien que cette Ukraine, qui est, alors là, je fais un aparté, qui est un territoire récemment découpé en 90, n'a pas tenu compte des aspirations profondes des peuples, dont beaucoup étaient finalement associés aux Russes et qui ne comprennent pas pourquoi. De toute façon, l'origine des Russes, c'est l'Ukraine. Hein. Oui, en plus. Ils sont remontés après. Hein. Donc c'est une création européenne relativement récente, quoi, qui s'est fait un peu aux dépens des identités d'origine. Bon, après, il y a beaucoup à dire, hein, je ne veux pas. Alors Gogol, donc alors après Gogol, donc Gogol a écrit c'est pas Google, hein, c'est Gogol. Son prénom c'est Nicolas Gogol, un grand romancier. Après Gogol, il y a un peintre plus récent, Ilya Repin, qui est mort en 1930, qui a été surnommé le peintre de l'âme russe et qui a fait ce genre de tableaux qui ressemblent à de véritables bandes dessinées. Et celui-ci représente les Cosaques en train d'écrire une lettre au sultan. Et c'est une lettre d'insulte au sultan. Et ce qui est... Alors, il se marre, il se moque du sultan, parce que comme ils sont en guerre avec le sultan, je ne sais pas à quel propos, c'est au XVIIe siècle, ça, hein, il lui envoie une lettre d'insulte, c'est un chapelet de moquerie, et c'est considéré, cette fresque de Ilya Repin est considérée comme une symphonie du rire par les critiques d'art actuels. On va l'agrandir, parce que vous allez voir ce qui vaut le coup, c'est de voir les faciès comment il a dessiné. Vous voyez ces têtes-là? On dirait une bande dessinée, quoi. C'est très, très bien fait. Alors, il se marre, quoi. Il se marre et il se fout de la gueule du sultan. Regardez, là, il est en train de rire, là. Et ça, c'est l'âme cosaque, vous voyez. C'est un tableau, je trouve, surprenant. Puis on les sent très soudés les uns par rapport aux autres, là. Hein. Alors, il y a le scribe qui écrit, qui se marre, et les autres qui rigolent aussi autour, voilà. Donc, c'est une symphonie du rire qui a été interprétée comme telle par les critiques d'art contemporains. Et je profite, alors là, c'est personnel. Je profite, oui, Makhno, oui, je profite de parler des Cosaques. Exactement, exact. Ah ouais, absolument, absolument. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais parler de Makhno. Makhno, c'est le dernier Cosaque. C'est un personnage qui est décrit par Michel Ragon dans La Mémoire des Vaincus, qui est un roman formidable. Ah, tu l'as lu? Ah, c'est fantastique. Bravo, ouais. D'accord. Les anards, c'est extraordinaire, hein, voilà. Alors Makhno, c'est cet homme, ce bel homme, hein, il est beau, hein, voilà, qui a été le dernier grand chef cosaque, c'est Nestor Ivanovitch Makhno, donc là on n'est plus avec Napoléon, hein, c'est le début de la révolution russe. Il fonde l'armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne qui comptera jusqu'à 50 000 cavaliers en 1917. Et il prend parti
contre, alors c'est un cosaque qui prend parti pour la révolution russe, contre pour la chute du tsarisme. Et au début, donc, il est associé à la révolution russe, mais comme c'est un personnage indépendant et voilà, et un peu rebelle, il finit par être en bisbille avec l'armée rouge de Trotsky, qui était une véritable machine de guerre. Je vous rappelle que l'armée rouge de Trotsky, à un moment donné, avec le soviet, tous les soviets qui n'étaient pas d'accord avec l'orthodoxie, ils se faisaient éliminer, quoi, hein. C'était assez brutal. Et le soviet de Kronstadt avait été dans la mer Baltique, qui avait émis des avis divergents par rapport à la doctrine léniniste, hein, à l'époque. Là, c'est sous Lénine, hein, on n'est pas encore avec Staline. Ils avaient rien dit, et quand la mer Baltique a gelé, ils ont envoyé l'armée blindée, les blindés sur la Baltique, et ils ont massacré Kronstadt, voilà. Ils ont tué tout le monde, les marins de Kronstadt. C'était la méthode de l'armée rouge, dirigée par Trotsky. Trotsky, victime de Staline en 1950, là au Mexique, mais bien avant, Trotsky était quand même un chef de guerre absolument impitoyable, hein, voilà. Et ça s'est passé aussi comme ça avec Makhno, car quand Makhno a commencé à faire valoir des points de vue différents, il s'est retrouvé en butte à l'armée rouge qui était composée de plusieurs millions d'hommes. Donc il ne pouvait pas lutter, et donc Makhno a été obligé de fuir la Russie, ce grand chef cosaque. Il a longtemps été accueilli dans des pays d'Europe, et finalement en 1925, il se retrouve dans le Val-de-Marne, dans un HLM, avec sa compagne Galina et sa fille, et il est ouvrier métallurgiste chez Renault à Boulogne-Billancourt. Et le narrateur de la mémoire des vaincus, qui connaît l'histoire de Makhno dont il a entendu parler, le voit par hasard dans le HLM, il voit un type qui descend les poubelles, et il s'arrête et discute pour mener, il dit, mais vous êtes Makhno? Et bien Makhno descendait les poubelles dans un HLM de la banlieue parisienne, après avoir été le grand chef cosaque. Et donc, c'est l'histoire de cet homme qui mourra dans la pauvreté et qui sera enterré au Père-Lachaise. Et ça a été un grand héros de l'histoire cosaque, voilà. Donc, je voulais lui rendre hommage à l'occasion de ce petit chapitre sur les Cosaques. Et je vous invite à lire La Mémoire des Vaincus, c'est un roman qu'on n'oublie pas. Je suis content que Jacques le lise, au moins j'ai un témoin. C'est un monument. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, moi aussi. Le 19 octobre, c'est le retour de la Grande Armée. Alors, le problème du retour, c'est que l'allée a été complètement détruite, les chemins, par le passage de la Grande Armée. Imaginez 600 000 hommes avec je ne sais combien de chariots, de canons, de chevaux sur les routes, les vieilles routes en terre. Tout est détruit, les pluies, tout ça, le gel se met là-dessus. Enfin bon, c'était impraticable. Napoléon a l'intention de descendre au sud et de prendre une autre route, sauf il tombe sur Kutuzov, je crois, et au sud il peut pas s'écarter, il est obligé de revenir dans l'axe, et il refait pratiquement le trajet de l'allée. Smolensk en tout cas, et après on verra le passage de la Bérésina, là c'est différent et on va en parler. Voilà. Je dirais le retour se fait sur le même trajet, et ils passent pas en Ukraine comme ça a été dit, hein, parce que là ils sont en Biélorussie, hein. Ils sont pas en Ukraine, donc l'Ukraine est plus bas là, voilà. Alors, après l'été brûlant de 1812, succède un hiver précoce. À la fin de octobre, donc le 24 octobre, il rencontre évidemment l'armée russe, il est obligé de bifurquer, de revenir sur Smolensk. Les premières neiges tombent début novembre, la température tombe à moins 20 degrés. Les soldats ne sont pas équipés contre le froid parce qu'ils avaient des manteaux à l'aller, mais il faisait tellement chaud qu'ils les ont laissés sur la route, ils ne pensaient pas qu'ils allaient revenir dans ces conditions. Et donc là, voilà, maintenant ils ont froid. Les Cosaques qu'on a vus finalement sont toujours là, et dirigés par un général Platov, donc attaque sans relâche l'arrière-garde et les flancs, hein. Là où il y a des points faibles, ils se donnent à cœur joie. C'était un retour extrêmement difficile pour l'armée napoléonienne. Ils arrivent à Smolensk le 9 novembre, après 3 semaines de marche harassante, croyant qu'à Smolensk, ils allaient un petit peu se reposer, mais en fait, c'est une cruelle désillusion, parce que la garnison a déjà été attaquée et décimée par les Cosaques, par les partisans, parce qu'à côté des Cosaques, il y a quand même ce qu'on appelle les partisans, les paysans qui commencent à s'armer et à s'organiser contre l'occupant, commandés par des officiers. Les provisions qui ont été laissées à l'aller ont été largement entamées,
et les vêtements d'hiver sont très insuffisants. Donc la halte à Smolensk n'est pas de tout repos pour l'armée française. Les convois de ravitaillement qui avaient été prévus ont été attaqués en cours de route, donc ils sont pas arrivés. Mais voilà, c'est une situation pour une grande armée qui est extrêmement difficile. Plus la stratégie de la terre brûlée qui a empêché tout ravitaillement. En plus, la maladie arrive avec la dysenterie qui est liée à la mauvaise qualité de l'eau. Il y a des infections intestinales, etc. Les soldats sont affamés. C'est un spectacle de chaos. Et Smolensk n'est pas en mesure d'accueillir le reste de l'armée. Alors Napoléon, bon, quand il voit ça, il n'y a rien à faire, il faut continuer à marcher. Donc il ordonne la marche vers la prochaine ville, Orcha, qui est à 120 kilomètres. Voilà. Smolensk ici, Orcha c'est ici, Orcha c'est sur le Dniepr, parce que le Dniepr il part d'ici, vous voyez, il fait un Y avec la Bérésina. Et après, la Bérésina est un affluent du Dniepr. Et après, ça descend dans la mer Noire. Donc Orcha est à 120 kilomètres et c'est exactement ici, là. Donc Napoléon décide de continuer sur Orcha, mais ce choix, évidemment, condamne tous ceux qui ne peuvent pas suivre. C'est pourquoi il faut une halte à Smolensk pour guérir les malades, pour retaper les blessés, etc. S'ils partent, ils en laissent la moitié derrière. Et ceux-là sont condamnés à mort. Parce qu'ils ne pourront pas se défendre, et donc ils vont être attaqués par les troupes russes qui suivent la grande armée. Voilà. Ils vont mourir de froid, de faim ou d'une attaque des Cosaques. Le 20 novembre, quelques dizaines de milliers d'hommes arrivent à Orcha, au bord du Dniepr. Le froid est entre moins 20 et moins 30 degrés. Les Cosaques attaquent toujours. Bon, alors c'est toujours pareil, les vivres manquent, les vêtements chauds manquent, etc. Napoléon tente de réorganiser la discipline, mais c'est compliqué. Il confie à Ney la protection de l'arrière-garde, c'est-à-dire qu'il détache une force militaire pour protéger l'arrière-garde. Sinon, l'arrière-garde va être éliminée. Et il est toujours soucieux de se déplacer rapidement. Il leur donne la poursuite de la marche vers Borisov, qui est une ville au bord de la Bérésina. Et la question qui se pose, arrivé à Borisov, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau de la Bérésina? Parce qu'il y avait deux solutions pour la Bérésina. Ou bien, parce qu'à l'aller, vous remarquerez que le petit tracé vert, là, il passe au-dessus de la Bérésina. Je vais vous l'agrandir. Le petit tracé vert passe au-dessus. Parce que la Bérésina commence juste ici, vous voyez. Donc, à l'aller, ils passent au-dessus. La question ne se pose pas, puis ils vont à Smolensk. Au retour, ils arrivent là. Bon. Alors, ils pouvaient contourner par le nord pour éviter de traverser la Bérésina. Ou bien traverser à Borisov, qui est ici, là. Aller tout droit. Napoléon est dans un cas de conscience. Que faire? Le dilemme du franchissement de la Bérésina va se résoudre par le génie tactique de l'empereur. Parce que la Bérésina, nous, on a le souvenir d'une défaite, on dit c'est une Bérésina, c'est-à-dire une catastrophe. Et en fait, paradoxalement, la Bérésina est une des dernières manifestations du génie tactique de Napoléon. Il comprend vite qu'il ne peut pas contourner par le nord la Bérésina, parce que d'abord, ça représente un détour de 300 kilomètres, les troupes sont épuisées, les Cosaques sont dans le harcèlement permanent, l'hiver est là, donc il n'est pas question d'allonger la marche. Donc Napoléon dit, il faut passer à Borisov, il faut traverser. Mais traverser comment? Parce que trois armées entourent alors là aussi pareil, je vais vous les remontrer, trois armées entourent l'armée française. On a Kutuzov derrière le cas là, qui suit par derrière, donc par l'est, les Français. Au nord, on a Wittgenstein, un nom difficile à prononcer, qui attend que Napoléon monte ici pour l'attaquer. Et en face, on a Tchitchakov, qui a déjà occupé Borisov pour bloquer l'armée française. Donc il est en face de trois armées qui risquent de l'encercler. C'est très, très compliqué pour lui de savoir ce qu'il faut faire. On va voir ensuite en détail la bataille de la Bérésina. Donc c'est Wittgenstein, le nom du général russe qui est au nord. Kutuzov arrive par l'arrière-garde, etc. Napoléon doit donc sortir de cette tenaille qui se referme sur lui au moment où il doit franchir la Bérésina. Alors, aller tout droit et franchir la Bérésina, mais où et comment? Et c'est là que Napoléon fait appel une nouvelle fois au talent de son général de génie militaire, le fameux Jean-Baptiste Éblé, car c'est Jean-Baptiste Éblé qui va donner la solution pour traverser la Bérésina. On se souvient qu'à Vienne,
au moment du franchissement du Danube, c'est déjà Eblé qui avait construit les ponts flottants qui ont donné la victoire de Wagram. À nouveau, on se retourne vers Eblé pour lui poser la question. Eblé, le seul pont qui traverse la Bérésina à Borisov est occupé par Tchitchakov. Donc ils sont là, ils ont les canons, ils attendent que les Français passent pour mitrailler. Donc ils ne peuvent pas utiliser ce pont. Napoléon demande à Eblé, est-ce que tu peux me construire un pont, des ponts, dans la Bérésina glacée, avec l'eau jusque-là, parce que là, c'est glacé. Le Danube, c'est au mois de juillet. Oui, c'est autre chose. Hein. Là, il fait 0 degré, l'eau est à 0 degré, c'est terrible. Et Eblé lui répond que c'est possible. Alors Eblé, on va le revoir, là, hein, c'est lui, là. Un héros, hein, Jean-Baptiste Eblé. Hein, voilà. Il va mourir d'ailleurs hein, de froid après. Il meurt en 1912. Donc il meurt à la fin de l'année. Alors là, on n'est pas loin. Hein. On est en novembre, oui. Il est à quelques semaines de sa mort, Eblé, au moment où il décide. Eblé lui dit oui, oui, sire, je peux construire des ponts avec mes pontonniers du génie militaire. Napoléon analyse la situation et décide la chose suivante. Donc là, je vais vous montrer la carte. Alors, j'ai passé du temps. Parce que les cartes, voilà, je vous ai fait un truc simple. Les cartes de la Bérésina, on comprend rien. Il y a des généraux de partout. On comprend rien. Alors là, voilà comment ça se passe au niveau de la Bérésina. Ça, c'est la route où on arrive de Smolensk, là, de Horcha. Borisov est ici. Et Tchitchakov occupe Borisov, là, sur la rive autour, là. Et le pont est occupé. Donc, on ne peut pas franchir ici. Napoléon est ici. Derrière, il a Kutuzov qui le presse. Au nord, il a Wittgenstein qui menace aussi. Donc, Napoléon décide d'envoyer, alors, puisque Eblé lui dit qu'il peut construire des ponts, il cherche avec des éclaireurs où ces ponts peuvent être construits. Et il se rend compte qu'au nord de Borisov, à Studzienka, le fleuve est resserré. Il y a un bras qui est plus étroit. Donc c'est là qu'il faut construire le pont, parce qu'il est moins long qu'ailleurs. Il décide que Eblé, vous voyez, va partir là, construire ces deux ponts ici. Mais il faut que Eblé puisse construire les ponts sans avoir la mitraille sur la tête, parce qu'il faut fixer les adversaires. Alors, Napoléon envoie, Tchitchakov étant juste en face, envoie Corbineau ici, un général avec un détachement, simuler un franchissement au sud. Ce qui entraîne Tchitchakov au sud pour contrer, croyant que Napoléon va franchir ici. Ça libère pendant un jour ou deux la zone nord ici, et Eblé part construire ses ponts en pleine nuit. Ils font ça en une nuit, ils en construisent deux ponts en une nuit, la nuit du 27 au 28 novembre. Bon. En même temps, et là, une petite erreur a été faite, Napoléon envoie Oudinot sécuriser les alentours autour du pont pour que l'armée passe d'une manière plus, enfin, c'est-à-dire mettre des canons, repérer les positions en hauteur, etc., amener les boulets, enfin, amener les chariots, bon, bref. Mais Oudinot le fait d'une manière qui est peu discrète. Il est repéré par des détachements russes et Oudinot ouvre le feu. C'est-à-dire qu'il donne l'alerte aux Russes au nord, où il ne fallait pas que les Russes viennent. Et donc, les détachements ici vont avertir Tchitchakov en disant tu es au sud, mais les Français, ils franchissent au nord. Et Tchitchakov, dans un deuxième temps, il fait demi-tour et il monte au nord à la rencontre de Oudinot, où il y a un affrontement. Mais il arrive trop tard parce que dans la nuit, Eblé est déjà arrivé à construire les ponts et à l'aube du 28 novembre, un début d'armée napoléonienne, donc Davout, Junot, Oudinot qui revient et qui passe le pont, franchissent les premiers. Et c'est très important parce que dès qu'ils ont des hommes sur la rive droite de la Bérésina, ces hommes peuvent attaquer Tchitchakov et d'empêcher les Français de traverser. Vous voyez, il fallait absolument envoyer des régiments à l'ouest pour fixer les Russes. Donc c'est ce qu'ils font. Il y a une bataille épouvantable là avec les Russes, mais pendant ce temps, les Français traversent. Et pendant que les Français traversent, Victor a la mission de résister héroïquement à Kutuzov ici, et donc il y a une bataille épouvantable pour empêcher Kutuzov d'arriver dans le dos des Français. Et Ney fait pareil avec Wittgenstein au nord. Donc ces généraux se sacrifient en quelque sorte avec les régiments qu'il leur reste pour permettre au reste de l'armée de passer. Voilà ce qui s'est passé au niveau de la bataille de la Bérésina.
Tout ça, évidemment, sur fond d'héroïsme, hein. Moi, je suis toujours admiratif de ces hommes de guerre. C'est Oui, fabuleux, c'est hein. sûr. Et il se sacrifie alors, Victor. Alors, oui, mais il va s'en sortir. Il va comme ça. Il va s'en sortir, Victor. Ouais. C'est Éblé qui va mourir de maladie. Je pense qu'il va attraper froid, hein. Il ne survit pas. Depuis 1812, il doit mourir en décembre, dire un mois plus tard, quoi. Mhm. Ce que je vous ai dit là, c'est raconté ici. C'est à Studienka, hein, que les Français franchissent la Bérésina. Studienka, c'est un petit village au nord de Borisov. Victor, qui est envoyé à l'Est, tient jusqu'au dernier moment et il attend l'ordre de Napoléon pour décrocher. C'est-à-dire, il est pratiquement tout seul, quoi. Il lui reste ses Cameroun, quoi. Il reste plus personne. Napoléon dit, c'est bon, tu peux revenir. Il revient, il traverse et Victor a assuré la survie, en quelque sorte, de la grande armée, en empêchant Koutousov d'attaquer l'armée française. Voilà comment les Français ont franchi le passage de la Bérésina. Alors, et là, on voit les pontonniers. On voit les pontonniers avec de l'eau jusqu'au bras qui construisent ces fameux ponts, hein, au nord de Borisov, pendant que la bataille fait rage quand même, hein, pour faire passer l'armée. C'est de l'héroïsme des pontonniers napoléoniens. Et Maréchal Ney aussi, en son sortie. Alors, Ney, c'est ce qui lui a valu le surnom de brave des braves. Ah, d'accord. Bien, alors nous avons eu un petit problème de son à la fin de la vidéo que nous étions en train de voir, qui nous a obligé de reprendre la fin de la vidéo pour en refaire une autre, qu'on a donc associée ensuite avec le son. Donc là, j'espère que tout marche bien. Nous venions de terminer la traversée de la Bérésina et la fameuse bataille de Borisov. Bon, la suite du parcours de Napoléon, il reste quelques centaines de kilomètres. 350 kilomètres pour arriver en Pologne, après la Bérésina. Euh, Ça continue de la même manière, c'est-à-dire qu'il fait moins 30 degrés. Les Cosaques continuent d'harceler l'armée française. La fin du parcours reste très difficile. Les Français arrivent à Smorgoni. Alors Smorgoni, je vais vous le montrer sur la carte, hein. C'est une petite une bourgade entre Borisov et la frontière polonaise. Smorgoni est au milieu là. Ce qu'il reste de la grande armée arrive à Smorgoni le 6 décembre. Donc sur la carte, c'est bien précisé. Et à ce moment-là, alors Napoléon prend une décision importante. Il décide de quitter son armée, ce qu'il en reste, pour revenir en urgence à Paris, parce que il pense que il faut anticiper. Bon, Napoléon, c'est quelqu'un qui anticipe toujours, hein, particulièrement lorsqu'il est en difficulté. Il pense qu'il faut d'urgence revenir à Paris pour reprendre en main les affaires, recruter une nouvelle armée, faire une levée en masse pour repartir à l'assaut contre tous les pays européens dont il sent bien qu'ils vont se coaliser à nouveau contre lui, puisque au retour de la Russie, il lui reste grosso modo quelques dizaines de milliers d'hommes. Alors, il part, il laisse le commandement à Murat pour l'avancée de l'armée qui doit sortir de Russie, et à Ney pour protéger l'arrière-garde. Donc Murat et Ney sont les, euh, les responsables de la fin de la campagne de Russie. Murat est complètement démoralisé, moralement, Murat est au plus mal. Euh, on disait qu'il avait de l'estomac mais peu de tête, et en fait, voilà, il vit très très mal cet échec, cette déroute napoléonienne. Bien. Donc Napoléon part à Paris. Et on verra la prochaine fois, on retrouvera Napoléon dans notre prochaine vidéo sur la campagne d'Allemagne. Euh, L'armée arrive à Vilnius, hein, qui était Vilna à l'époque, une ville russe. Là, c'est pareil. Les ravitaillements ont été pillés avant l'arrivée des Français. Les soldats continuent de mourir de froid. Les Cosaques continuent leurs attaques. Donc, ça se passe très mal à Vilna. Et au moment de franchir le Niémen, l'armée française arrive à peu près au Niémen entre le 13 et le 14 décembre.
1812, une armée de secours vient à leur rencontre, ce qui fait qu'on a dit que 80 000 hommes avaient franchi le Yémen, mais en fait, dans ces 80 000 hommes, il y en a au moins 65 000 qui n'ont pas fait la campagne de Russie, qui étaient des armées de réserve stationnées en Pologne et qui viennent à la rencontre des malheureux qui arrivent de Moscou pour les aider à franchir et voilà, pour les sauver in extremis. En fait, c'est 10 à 12 000 survivants qui reviennent de Russie avec 0 chevaux, puisque tous les chevaux les derniers ont été tués pour être mangés, parce que les hommes crevaient de faim. Voilà, donc c'est pas 60 000 à 80 000 hommes qui reviennent de Russie, c'est entre 10 et 12 000. Protégés, coûte que coûte, vaille que vaille, par Murat aînés qui se débattent comme des diables pour sauver ce qu'il reste à sauver. Donc, cette campagne de Russie se termine sans bataille, dans un hiver terrible. C'est donc l'épisode le plus tragique de l'histoire de l'humanité. 615 000 hommes au départ. Enfin, moins d'un an après, il en a 10 à 12 000 qui reviennent. Bon, ce sont des fantômes. Et voilà, ça se termine comme ça, la campagne de Russie. La dernière bataille, c'est celle de la Bérésina. Alors, que se passe-t-il en maintenant? Il faut refaire un zoom sur la France. Que s'est-il passé en France pendant cette retraite de Russie? Alors, on pourrait mettre un titre accrocheur: Napoléon est mort en Russie et le Sénat vient de décréter la République. C'est l'information, aujourd'hui on dirait la fake news, que un général républicain, Mallet, essaye de diffuser au moment où Napoléon décide de quitter Smorgoni pour revenir en France. Ce général républicain essaye à partir d'une fausse nouvelle, de mettre en place un complot pour destituer Napoléon et reprendre les commandes de la France sous la forme d'une république. Alors comment cela a-t-il pu se passer? Ce général Claude François Mallet, dont nous avons là le portrait, il est né en 1754, il a donc été un témoin de toute la Révolution, et il meurt en 1812, c'est-à-dire que sa fin est proche, vu qu'on est déjà en octobre 1812. Ce général était interné dans une clinique, une maison de santé, disait-on à l'époque, rue de Sèvres à Paris, pour soi-disant des troubles mentaux. En fait, c'était un prétexte parce il avait des idées subversives, hostiles au régime napoléonien, et il était interné pour des raisons médicales. En réalité, c'est parce qu'il était un opposant républicain. Mais il était dans une maison de santé où la discipline, la surveillance était quand même assez souple. Et donc, il faisait un peu ce qu'il voulait dans cette maison de santé. Il se promenait, il avait de quoi écrire, il avait une chambre avec un bureau. Et donc, sa détention, mais c'est pas une vraie détention puisque c'est pas une prison, mais un établissement médical, se passait d'une manière plutôt confortable. Le général de Mallet conçoit l'idée de annoncer la mort de Napoléon, de rédiger un faux document émanant du Sénat pour faire croire l'espace de quelques heures à la mort de Napoléon et la reprise en main de la situation française par le Sénat qui proclamerait la République pour faire un coup d'État. Alors, comment lui vient cette idée? À partir du moment où Napoléon est parti en Russie et ils savent que ça s'est passé assez mal, que Moscou était en train de brûler, enfin, il y a quand même des informations qui arrivent. Il faut un délai d'à peu près 2 semaines à 3 semaines pour que les informations arrivent en France. Donc, Mallet sait que c'est le moment de faire croire à la mort de Napoléon. Parce que il pense bien que ça se passe mal, la campagne de Russie, même s'il n'a pas l'information directe de la retraite. Alors, ce Mallet a des compétences administratives. C'est un général qui était très informé, très au fait de l'administration militaire. Il est capable de fabriquer un faux document émanant du Sénat et de faire croire que ce document est vrai. Il travaille à l'élaboration de ce document, un senatus consulte en quelque sorte, hein, qu'il fabrique de toutes pièces. Il a le papier, la plume, les outils nécessaires pour ça. Les personnes qui le surveillent pensent que bon, il écrit ses mémoires, enfin on fait pas trop attention à ce qu'il fait. Et il se procure signature cachée, tout est minutieusement préparé. Ce qui lui manque, c'est la date, c'est-à-dire à quel moment va-t-il passer à l'acte et dire, voilà, Napoléon est mort, je suis l'émissaire du gouvernement provisoire qui va restaurer la République.
Voilà son plan. Et le hasard, la chronologie, la chanceuse fait que Mallet décide de passer à l'acte le 22 octobre, alors que Napoléon venait de décider la retraite le 19 octobre. Donc, alors, il peut pas le savoir, hein, à 4 jours près, il ne le sait pas. On apprendra la retraite de Napoléon au plus tôt en novembre. Mais entre le 22 et le 23 octobre, Mallet décide de s'évader, son document est prêt, il l'a daté du 22 octobre, et il est déguisé en officier. Il a des complices parce qu'il a préparé son coup, qui lui ont amené évidemment, qui ont introduit dans la maison de santé des complices républicains, hein, donc des vêtements militaires. Donc il sort parfait. Alors il arrive à sortir assez facilement. Il organise son évasion de nuit. Au petit jour, il apparaît dans Paris à l'aube, habillé magnifiquement en général napoléonien, et il se rend directement à la caserne de la Garde nationale, qui, pour information, est près de la gare de l'Est à Paris, et il annonce, alors avec un aplomb, il se fait passer pour un général Lamotte, qui n'existe pas, et il annonce la mort de Napoléon, d'une part, voilà, avec un aplomb et une assurance terrible, et la décision, il brandit le document qu'il a fabriqué, du Sénat de nommer un gouvernement provisoire dont il est lui-même l'émissaire, et dont il est chargé de mettre en œuvre les premières mesures. Et quelles sont ces premières mesures? L'arrestation du préfet de police Pasquier et du ministre de la police Savary. Et ces arrestations qu'il annonce d'une manière fracassante ont comme effet que les militaires qui viennent à sa rencontre et qui l'interrogent détournent leur attention du document qu'il présente et pensent à cette arrestation qu'il faut faire en urgence. Alors, un premier coup d'œil sur le document, il a toutes les apparences d'un document véritable. Et Mallet ne perd pas une seule minute, il profite de l'effet de surprise et il demande l'occupation de plusieurs bâtiments publics, dont la prison de la Force, le quartier du Marais, où sont internés, au quartier du Marais, où sont internés des républicains. Et donc il fait libérer ses premiers complices républicains, en quelque sorte, pour avoir des hommes à lui dans ce coup d'État. Alors là, voilà, ça a dû prendre à peu près une heure et demie, ce scénario. On est dans la matinée du 23 octobre. Arrive le général Hulin qui commande la place de Paris et Hulin est moins crédule que ses subordonnés quand, avec le même aplomb, Mallet lui dit la même chose. Hulin dit, attendez, mon général, montrez-moi vos papiers, dites-moi vous êtes le général Lamotte, quel est votre corps d'appartenance, etc. Donc il fait des vérifications élémentaires. Et là, Mallet, qui n'a pas toutes les réponses, bien entendu, que Hulin lui demande, perd totalement son sang-froid, il prend une arme, alors est-ce qu'il avait une arme avec lui, est-ce qu'il prend une arme à côté, je ne sais pas. En fait, il essaye de tirer sur Hulin, qui a démasqué le complot, il est immédiatement maîtrisé, ligoté, l'insurrection est étouffée dans l'œuf, ce pauvre Mallet est jugé sommairement et il sera exécuté le 29 octobre avec une douzaine de ses complices. Et il meurt en héros, en clamant son idéal républicain devant le peloton d'exécution. Alors, cette anecdote, qui n'a pas une grande importance en soi, est en fait destinée à illustrer le climat d'instabilité, j'ai écrit instabilité, il faudra que je corrige, instabilité en France, liée à la grande fébrilité qui s'est emparée du pays depuis le départ de la Grande Armée en Russie, hein. Ce départ n'a rassuré personne. Savoir que Napoléon était parti avec 600 000 hommes à Moscou, ça crée en France une sorte de stupeur. Et si la tentative de coup d'État de Mallet a failli fonctionner, c'est bien à cause de cette instabilité, cette fébrilité qui s'est emparée notamment de Paris à ce moment-là. Le Sénat et le corps législatif, en l'absence de l'empereur, parce qu'il est quand même parti assez longtemps, plusieurs mois, avaient imaginé de réorganiser l'administration française autour de la figure de l'impératrice Marie-Louise comme donc régente, avec l'héritier présomptif de la couronne, le petit roi de Rome, qui à l'époque était âgé de 20 mois. Donc le Sénat pensait déjà à une organisation comme ça. Et donc, en l'absence de Napoléon, la légitimité de l'Empire est vacillante. C'est donc cette situation-là qui, euh, qui préexiste au moment où Mallet intervient.
L'idée d'une nouvelle levée en masse agitait aussi les esprits. On se doutait bien que Napoléon allait à nouveau demander une nouvelle levée en masse, ce qui crée des inquiétudes quand même au niveau de la population. Euh, en ville se multipliaient des discussions passionnées sur l'avenir du régime. Voilà. Donc voilà quel était le climat de Paris. En Europe, toutes les nations qui ont été vaincues par Napoléon relèvent la tête. Bon, la Russie n'a pas franchi le Niémen, a attendu, mais elle, parce que Alexandre Ier est quand même très prudent comme tsar, mais elle est prête à prendre la tête d'une nouvelle croisade contre Napoléon. La Prusse, très sensible au patriotisme, on l'a vu de la jeune princesse Louise Augusta qui est morte en 1810, et puis avec ce renouveau de la philosophie allemande, on l'a dit que le romantisme la Prusse est prête à relever la tête, à se libérer de l'emprise de l'Empire français, et un vieux général, le général Blücher, est très actif pour euh, remobiliser la Prusse à nouveau contre l'empereur, d'autant que les Russes arrivent. Et pour les Prussiens, c'est une bonne nouvelle que les Russes arrivent prêts à libérer d'abord Königsberg et puis ensuite Berlin. L'Autriche est plus hésitante parce que le mariage entre Napoléon et Marie-Louise d'Autriche, fille de l'empereur François Ier, a créé une situation un petit peu de complexité dans la relation entre l'Autriche et l'Empire. Mais enfin, l'habile Metternich, qui ne perd pas le nord, François Ier, lui, se fie à Metternich, hein, travaille discrètement au renforcement des liens entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Metternich anticipe beaucoup et il y a donc en Autriche l'idée que tôt ou tard, on va se relever et créer une nouvelle coalition avec les autres puissances européennes. Quant au Royaume-Uni, bien sûr, lui n'attend que ça. Il attend que les pays d'Europe se rebellent et donc pour lui-même soutenir activement une sixième coalition, d'autant que on sait que le fameux duc de Wellington, Wellesley, hein, qui va devenir duc de Wellington après Waterloo, a déjà pratiquement débarrassé l'Espagne des armées napoléoniennes et qu'il est prêt à franchir la frontière au niveau de Bayonne et de Irun, hein, et que donc tout est prêt pour qu'une sixième coalition arrive, émerge et termine, je dirais, le travail de chute de Napoléon après la retraite de Russie. Mais donc voilà quelle est la situation politique de la France lorsque Napoléon revient à Paris. Il a donc beaucoup de flair de dire à Smorgoni, je rentre à la capitale parce qu'il faut reprendre les choses en main. Effectivement, il était temps. La sixième coalition va se constituer, mais c'est ce que nous verrons à la prochaine séance du lundi 2 juin. À très bientôt. Merci.